Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Démission forcée du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le président malien a été renversé par un coup d'état militaire. L'armée promet une transition civile. Scène de joie dans les rues de Bamako à la nouvelle de la chute de l'ex-dirigeant contesté. Réouverture des cafés, des plages et des mosquées. L'Algérie a lancé depuis samedi son déconfinement après 5 mois de restrictions. Un déconfinement partiel puisque 29 départements restent confinés. Dans ce journal, il sera également question de la menace qui est la surpêche sur les espèces marines. 9 espèces de poissons sur 10 sont au maximum de leur exploitation possible. Nous prendrons la direction de la République du Congo. Contesté dans la rue depuis plusieurs mois en raison de la situation économique, mais aussi de l'insécurité grandissante, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, au pouvoir depuis 2013, a été renversé ce mardi après un coup d'état militaire. Il a annoncé sa démission, mais aussi la dissolution du gouvernement et celle de l'Assemblée nationale. Sur place, les militaires promettent une transition civile. Ashley Duprat. Les militants réclamaient depuis des mois son départ. Dans la nuit du mardi au mercredi 19 août, le président Ibrahim Boubacar Keïta a fini par céder à la pression populaire. Arrêté avec son premier ministre Boubou Cissé, puis détenu par des mutins ce mardi, c'est une voix grave et accompagnée d'un masque Covid-19 oblige que le chef de l'État malien a annoncé en direct de la télévision nationale sa démission forcée. À ce moment précis, tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces dernières années, de la chaleur de son affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment, et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Est-ce le début d'un renouveau politique au Mali? Si pour l'instant nul ne le sait, une chose est certaine, c'est que la journée du 18 août restera gravée dans l'histoire du pays, celle d'un coup d'État. État qui, quelques heures après la démission de l'ancien chef de l'État, s'est retrouvé avec une nouvelle gouvernance, celle du Comité national pour le salut du peuple, qui devrait, selon ses propres mots, mener dans un premier temps une transition politique civile. Afin d'éviter au pays de sombrer, nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire, d'assurer la continuité de l'État et des services publics. Les yeux sont désormais rivés vers l'avenir, un avenir que le CNSP, à l'origine de ce coup d'État, envisage en plusieurs temps, notamment avec l'organisation d'élections générales dans un délai raisonnable. Mais avant d'en arriver là, l'instance qui s'est autoproclamée gouvernante a instauré une fermeture de toutes les frontières jusqu'à nouvel ordre, ainsi qu'un couvre-feu de 21h à 5h du matin. La mutinerie a éclaté mardi matin dans la garnison militaire de Kati, près de Bamako. Une mutinerie acclamée par des manifestants après une forte mobilisation dans ce pays confronté à l'insécurité liée au terrorisme. C'est donc une coalition hétéroclite d'opposants politiques, de chefs religieux, mais aussi de membres de la société civile qui ont multiplié les manifestations visant à exiger le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta. Le point sur la situation dans ce sujet préparé par Ashley Duprat. Au Mali, la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta fait désormais partie du passé. Après l'avoir poussé à la démission, le nouvellement créé Comité national pour le salut du peuple a dévoilé ses ambitions pour le pays ce mercredi 19 août. Ils appellent désormais à une transition civile et à des élections. Je pense que les militaires ne sont pas dans une dynamique de garder le pouvoir comme ça se faisait avant. Ils vont très certainement rapidement rencontrer la société civile, le mouvement M5 et RFP, pour voir les conditions de transfert de gestion. Une transition politique civile, des élections générales dans un délai raisonnable, mais aussi et surtout la continuité du service public ainsi que le maintien de la communication avec la MINUSMA.
La dégradation de la situation sécuritaire, économique, mais également sanitaire, ont mené à la création du mouvement M5, Rassemblement des forces patriotiques du Mali. Mouvement qui s'est fédéré autour de l'imam Mahmoud Dicko en 2020, certes, mais qui met en lumière des frustrations présentes depuis bien longtemps dans le pays. C'est vraiment énormément de choses, notamment plus de 1000 personnes qui ont été tuées à l'intérieur du pays, des villages qui ont été décimés, des chefs de partis politiques arrêtés, on ne sait plus où ils sont partis, de l'insécurité grandissante, des détournements de fonds, de la corruption à une échelle inexplicable. En somme, c'est une très mauvaise gouvernance du régime en place. La population a crié, il a écouté les gens, mais il n'a pas compris les gens. Si certains voyaient dans le départ, forcé ou non, du président Ibrahim Boubacar Keïta la résolution à la crise multiforme que connaît le Mali depuis plus de 5 ans, le coup d'État a fortement été condamné sur le continent africain, à l'image de la CEDEAO et de l'Union africaine. Cette dernière, par la voix de Moussa Faki Mahamat, a appelé toutes les instances internationales à sanctionner les responsables de cette mutinerie. Vers peut-être une normalisation des relations entre le Soudan et Israël. Le Soudan reconnaît pour la première fois l'existence de contacts avec le pays du Moyen-Orient. Un rapprochement qui pourrait permettre au Soudan, victime d'une crise économique en raison des sanctions américaines, mais aussi de l'amputation de la majorité de ses ressources, de sortir de son isolement. Nelly Claude Bessa. Victime d'une crise économique très dure en raison des sanctions américaines et de l'amputation de la majorité de ses ressources pétrolières depuis l'indépendance du Soudan du Sud, le Soudan est plus que jamais déterminé à accélérer la normalisation de ses relations avec Israël. Un accord de normalisation qui pourrait être semblable à celui qui a été signé entre Israël et les Émirats arabes unis, à en croire la déclaration d'Eli Cohen, le ministre israélien des renseignements aux médias locaux. Un accord de normalisation avec le Soudan arrive bientôt. Cet accord historique pourrait être signé avant la nouvelle année. L'annonce d'une possible normalisation des liens entre le Soudan et Israël a été précédée de multiples actes concrets des différentes autorités. En février 2019, le chef du Conseil souverain soudanais, Abdel Fattah al-Burhan, a rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en Ouganda. Quelques jours après cette rencontre, les autorités soudanaises ont annoncé que les avions israéliens peuvent désormais utiliser l'espace aérien soudanais. Une rencontre ayant suscité la controverse au Soudan. La chute d'Omar el-Béchir et la mise en place du Conseil souverain soudanais ont favorisé cette normalisation des autorités soudanaises à se moderniser et sortir de leur isolement international. Pour Israël, le Soudan est une pièce importante dans sa politique étrangère avec les pays arabes dans l'optique de contrecarrer l'expansion de l'influence iranienne. De manière historique, le Soudan, membre de la Ligue arabe, a toujours été hostile à Israël et a longtemps été allié de l'Iran. Précisons que depuis le changement de pouvoir au Soudan, le pays a entrepris de nombreux efforts, notamment la modernisation, la sortie de l'isolement, l'économie en développement, la restructuration politique et sociale. Le pays se tourne désormais vers le monde au point où il envisage de renouer les liens avec Israël. C'est une vidéo qui serait à l'origine de la polémique. Le document montre des forces de l'ordre ghanéennes en train de fermer de force un magasin détenu par un commerçant originaire du Nigeria dans la capitale ghanéenne Accra. Un nouvel incident qui illustre la situation précaire qui entoure les commerçants, mais aussi la tension très palpable entre les deux premières économies de la CEDEAO. Corinne Kamseux et Oné. Après une légère accalmie, les tensions entre les commerçants nigérians installés au Ghana et les autorités de ce pays refont surface. L'Union des commerçants nigérians évoque une hostilité qui se matérialise par la fermeture de leur commerce. Ces commerçants disent être soumis au paiement de l'enregistrement au Conseil de promotion des investissements du Ghana, paiement d'une valeur d'1 million de dollars par commerçant. La plupart de nos membres n'ont pas l'enregistrement du Conseil de promotion des investissements du Ghana, car cela nécessite 1 million de dollars américains en espèces ou en capitaux propres, et ils nous ont donné 14 jours pour régulariser.
Avec près de 60% de leur investissement étranger logé au Ghana, les autorités nigérianes avaient déjà, en novembre 2019, mis sur pied une commission du Sénat pour enquêter sur ces politiques hostiles contre leurs entreprises. Aujourd'hui, la nécessité de réactiver l'arbitrage de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'impose également. L'article 2 du protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes, les droits de résidence et d'établissement en ses principes généraux dispose: les citoyens de la communauté ont le droit d'entrer, de réaliser et de s'établir sur le territoire des États membres. Et pour le cas spécifique des commerçants nigérians au Ghana, la Commission doit ouvrir rapidement un cadre de médiation pour trouver une solution idoine à ce conflit qui n'a pas lieu d'être. Il faudrait aussi que la Commission lance un vaste programme de promotion mixte du protocole de la CEDEAO, aussi bien auprès des gouvernants qu'auprès des populations de l'ensemble des pays de la communauté. Le comité interministériel ghanéen qui s'est rendu sur le terrain le 10 août fait savoir que le défaut de paiement de cet enregistrement expose désormais ces commerçants aux sanctions. Ce d'autant plus que la loi du ministère du Commerce en vigueur stipule que seuls les commerçants ghanéens doivent pouvoir exercer sur le marché local. La situation économique est extrêmement préoccupante en Afrique du Sud. Plusieurs secteurs d'activité font face à l'impact économique de la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19 et des mesures prises par les gouvernements, par le gouvernement sud-africain. Et vous allez le voir, la situation est alarmante pour certaines entreprises qui ne parviennent pas à obtenir l'aide de leurs assureurs. C'est un sujet de la rédaction. Ce camp de safari, situé dans le parc national sud-africain de Pilanesberg, a des airs d'un espace laissé à l'abandon. Ici, des tentes déchirées, un paysage loin de celui observé avant la pandémie liée au coronavirus. Les mesures visant à éviter la propagation de la maladie ont laissé des entreprises à présent sans ressources. Leur survie dépend des organismes d'assurance qui rejettent de plus en plus les réclamations lancées par les compagnies. Nous avons été informés début mai qu'avec la reconduction du renouvellement annuel du contrat d'assurance, il ne couvrait plus la pandémie. Faisant face à des milliards de dollars de pertes, de nombreux assureurs à travers le monde refusent d'honorer les réclamations liées au Covid-19. Une situation qui provoque la pression des régulateurs et une vague de poursuites judiciaires de la part de clients indignés qui disent avoir été trompés. Ils sont aujourd'hui totalement désemparés. Si jamais je perds cet emploi, je ne pourrai pas faire beaucoup de choses. Je ne pourrai pas assurer les finances, comme les frais de l'école et ensuite aider à la maison. Des entreprises qui luttent pour pouvoir poursuivre leurs activités, avec en face des assureurs qui ne veulent pas intervenir sur la question de la perte de revenus due au coronavirus qui frappe également l'Afrique du Sud, engluée dans une crise qui se manifeste par la détérioration des finances publiques et le chômage de masse. Le Togo également face aux répercussions liées à la Covid-19 et aux mesures de confinement nécessaires pour éviter la propagation du virus. L'impact économique est important dans plusieurs secteurs d'activité mis à l'arrêt et le choc économique de la pandémie risque de provoquer une envolée de la courbe du chômage à Ménédji. 62% d'emplois au Togo ont été négativement affectés par les manifestations de la crise sanitaire à Covid-19. Selon la Banque mondiale, la mise en place de restrictions et la limitation d'un certain nombre de mesures ont porté atteinte à l'économie nationale, en partie composée d'entreprises. La relance de l'emploi au Togo et en général dans les pays d'Afrique subsaharienne en période de post-Covid doit s'articuler autour de certains piliers. Soutien aux entreprises pour faire démarrer l'outil de production qui s'est brutalement arrêté. Ce soutien doit porter plusieurs formes. L'allègement des charges salariales, la facilitation de l'accès au financement, mais aussi et surtout la subvention des coûts des facteurs de production pour contribuer justement à réduire les charges. Le plus touché de tous reste le secteur des services, avec à lui seul 49% des emplois, le secteur industriel ainsi que celui touristique. Je me permets d'insister beaucoup sur les critères spécifiques qui doivent faire en sorte que ces appuis puissent toucher
les entreprises du secteur informel qui constituent près de 80% des entreprises du secteur privé. Cet aspect est excessivement important pour pouvoir avoir les effets escomptés de cette stratégie. Le Covid a été une mauvaise chose pour l'humanité, mais ça nous a aussi réveillés brutalement, c'est-à-dire sur la nécessité de consommer local, de consommer nos productions. Donc ça, c'est un aspect, n'est-ce pas, que le Covid a rappelé à l'humanité et particulièrement aux pays africains. Donc il s'agit dans ce cadre-là de relancer la consommation locale, de faire en sorte que les populations puissent consommer les produits qui sont faits par les entreprises locales. Une analyse de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a révélé que le secteur tertiaire, principal moteur de la croissance togolaise, était le plus affecté par la crise du coronavirus dans la zone UEMOA. Toutefois, le gouvernement prévoit un mécanisme d'allègement fiscaux pour mieux résister à la crise du Covid-19. Après 5 mois d'un confinement strict, l'Algérie est depuis le 15 août déconfinée, du moins partiellement. Les Algériens peuvent retourner à la plage et dans les cafés. Les mosquées ont pu également rouvrir. Le couvre-feu a également été levé dans une partie des wilayas. Un retour progressif à la vie normale, mais les autorités insistent sur le respect des gestes barrières afin d'éviter un rebond épidémique. Gladys Mwamba. Déconfinement imminent des populations en Algérie. Depuis le 15 août, les Algériens peuvent à nouveau profiter des restaurants et cafés, mais aussi des parcs et des plages après 5 mois de confinement partiel à cause de la pandémie de coronavirus. Une décision accueillie avec enthousiasme en cette période caniculaire. Pour l'ouverture des plages, on est content parce qu'on a été traumatisés par cette histoire de coronavirus. Et bon, c'est une bonne initiative, bien que je ne pense pas que les directives vont être respectées. Et on souhaite que Chabtana quand même prend les conditions proposées par l'État. Et Inch'Allah ya Rabbi, ils vont ouvrir toutes les plages parce qu'apparemment il n'y a pas assez de plages pour tout le monde. Le gouvernement a assoupli les restrictions relatives à la Covid-19 dans 19 wilayas sur les 48 que compte le pays. Mais le confinement partiel à domicile a été reconduit dans les 29 autres jusqu'au 31 août. Le respect du port du masque, obligatoire en public depuis le 24 mai, et les consignes de distanciation sociale sont scrupuleusement surveillées par les services de sécurité. Les mosquées pouvant accueillir plus de 1000 personnes ont également pu rouvrir leurs portes aux fidèles avec des règles strictes, les prières du vendredi restant pour l'instant interdites. Nous avons commencé aujourd'hui en disant lors de l'appel à la prière, priez dans les mosquées, au lieu de prier à la maison. Ici, nous gagnons un nouvel espace de sensibilisation et de prévention. Nous avons pris toutes les mesures préventives stipulées par les comités médicaux. L'Algérie reste toujours sous la menace d'un risque d'une nouvelle vague de Covid-19, ce pays d'Afrique du Nord étant le 3e État le plus endeuillé du continent par le coronavirus, avec près de 40 000 cas confirmés et 1360 décès. Près de 90% des réserves de poissons dans le monde sont considérées comme pleinement exploitées ou alors appauvries. C'est notamment le cas en Afrique où l'immense majorité des zones de pêche sont largement surexploitées, ce qui entraîne des bouleversements majeurs. Illustration en République du Congo dans ce sujet de Gladys Mwamba. Déjà considérés comme une espèce en voie de disparition, les requins marteaux sont menacés d'extinction. Dans les eaux bordant la République du Congo, c'est ce qui ressort du dernier rapport du réseau de surveillance du commerce des espèces sauvages, Trafic, publié le 17 août. L'organisation internationale appelle à des mesures plus fortes pour réduire la pêche aux requins dans le golfe de Guinée, une pêche légale mais mal surveillée. L'État doit appliquer la loi. En fait, il y a des lois qui existent mais qui ne sont pas appliquées. Par exemple, pour la pêche industrielle, il ne peut pas venir pêcher dans la zone de la pêche artisanale. Mais toutefois, on constate que ils violent un peu leur zone. Et ça, parfois même, lorsqu'ils sont surpris, il n'y a pas de... En fait, ils ne sont pas punis. Il n'y a pas une application de la loi. La République du Congo a l'un des taux de consommation de poissons par habitant les plus élevés parmi les pays d'Afrique subsaharienne. Entre 400 et 1000 requins aérés sont récoltés chaque jour par les pêcheurs artisanaux, prisés par les populations locales pour leur viande. Les requins marteaux alimentent aussi le marché asiatique avec leurs nageoires, un commerce lucratif. Mais aujourd'hui, cette espèce est en danger, d'ailleurs répertoriée dans la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction. Notre souci aujourd'hui, c'est que
s'il y a des partenaires qui peuvent nous aider dans ce sens, c'est-à-dire évaluer l'ensemble des ressources des requins. Nous pêchons, et certes, il y a des espèces que nous maîtrisons, mais l'état des stocks n'est pas vraiment connu. Les stocks de poissons dans le golfe de Guinée auraient connu une baisse drastique selon l'organisation Trafic. La présence de chalutiers opérant illégalement dans les zones de pêche artisanale, l'absence de surveillance de l'application des réglementations, mais aussi la réduction de la taille des zones de pêche à cause des plateformes pétrolières sont tant d'éléments qui expliqueraient la surpêche, un phénomène qui met en danger l'écosystème des eaux du Congo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.